Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux tests statistiques que je noterai par la suite TS. On parle également de tests d'hypothèse. Alors cette vidéo va être un peu courte, elle va vous donner des clés pour comprendre comment fonctionnent les tests statistiques et on verra dans d'autres vidéos comment on construit réellement des tests statistiques. Donc là, c'est vraiment du vocabulaire et des points importants. Alors allons-y. L'objectif d'un test statistique est d'établir si des données expérimentales sont compatibles avec une ou plusieurs hypothèses données. Donc en fait, c'est une démarche qui a pour but de fournir une règle de décision qui permet, sur les bases de résultats d'échantillons, de faire un choix entre au moins deux hypothèses statistiques. Donc il va nous falloir à minima deux hypothèses à tester. On va parler d'hypothèses et on va les numéroter. Donc on va avoir une hypothèse H0 dans laquelle les données expérimentales sont distribuées selon une distribution f de h0 de x, qu'on va noter f de 0 de x. Alors nos données, ce sont les vecteurs aléatoires x ici. Et on a une deuxième hypothèse, h1, qu'on va avoir également, qu'on veut tester. Les données expérimentales sont distribuées selon une autre fonction de densité de probabilité. Mais on a un cas un petit peu particulier où, en fait, on n'est pas obligé d'avoir réellement une hypothèse H1, une deuxième hypothèse H1. On peut juste avoir une hypothèse H1 qui correspond au rejet de l'hypothèse H0. Donc dans ce cas-là, on parle de l'hypothèse H0 comme d'une hypothèse nulle que l'on veut tester ou rejeter. Donc ça, c'est un cas un peu particulier. Un test finalement avec une distribution et on va se poser la question si on est compatible ou on rejette. Donc l'hypothèse H0, c'est on est compatible et l'hypothèse H1 sera on rejette. Mais on peut très bien avoir deux distributions distinctes comme ceci. Alors, on peut également avoir plus de deux hypothèses, donc on peut en avoir finalement autant qu'on veut, avec chacun sa fonction de densité de probabilité, que je noterai F2, F3, etc. Alors, un petit exemple que je pourrais vous donner, c'est par exemple, j'ai un détecteur de particules et j'ai des électrons qui passent et j'ai du bruit de fond. Et je pourrais faire un test d'hypothèse en me posant la question, est-ce que ce que je vois est un électron ou c'est pas un électron? Donc ça, ce serait un test où l'hypothèse H0 serait les données sont compatibles avec des données d'électrons, et l'hypothèse H1, ce serait ne sont pas compatibles avec des données d'électrons. Après, on pourrait imaginer une situation un peu différente. On a un détecteur, toujours un détecteur. Cette fois-ci, on a des électrons ou des pions qui arrivent dans notre détecteur et ils vont tous les deux avoir des fonctions de densité de probabilité différentes. Donc, je vais tester si je suis compatible avec l'hypothèse H0, électron, ou l'hypothèse H1, pion, par exemple. Et puis après, on peut imaginer qu'on n'a pas que deux types de particules, mais qu'on en a des pions, des muons, etc., etc. Et donc, on va avoir des fonctions de densité de probabilité pour chacune des hypothèses possibles. Donc voilà, en fait, ce qu'on va faire avec un test d'hypothèse. Alors, on peut se retrouver dans une situation un petit peu plus compliquée, mais je vais juste en parler ici, mais je ne l'aborderai pas sur les tests statistiques tout de suite. Notre hypothèse peut être une hypothèse qui dépend d'un paramètre, et ce paramètre, on devra sûrement, dans la plupart des cas, le déterminer sur les données. Donc là, on parle d'hypothèse composite, avec une fonction de densité de probabilité qui dépend non seulement de notre hypothèse, H0, mais également, et donc de la distribution de nos différentes variables aléatoires dépendent de l'hypothèse, mais également d'un paramètre qu'on devra déterminer sur les données avant de faire le test statistique. Donc là, pour cela, il faudra utiliser des estimateurs, et ce sera justement les derniers chapitres de ce cours. Donc on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, on note juste que ça existe, mais on ne va pas s'intéresser à ce cas de figure tout de suite. Alors, comment on va monter ce test d'hypothèse ? Et pour tester donc ces hypothèses, on va construire ce qu'on appelle un test statistique, une variable aléatoire qui va être fabriquée à partir des différentes variables aléatoires qui constituent nos mesures. Donc on va construire une variable aléatoire que je vais noter T, qui peut également être un vecteur aléatoire, à partir des mesures grand X, des mesures ou des mesures attendues, parce qu'on peut travailler avec des Monte Carlo, et on va utiliser une fonction T qu'on va choisir judicieusement pour qu'elle soit la plus discriminante possible. Donc ça ne nous empêche pas d'utiliser directement les grandeurs x,
directement la variable aléatoire x pour faire notre variable aléatoire de test statistique, mais on va justement chercher à optimiser une transformation qu'on peut faire pour séparer au mieux notre hypothèse H0 de notre hypothèse H1. Alors, une fois qu'on a défini cette variable aléatoire, encore une fois, je ne vais pas vous parler tout de suite de comment on fabrique cette variable aléatoire. Pour l'instant, on va supposer qu'on a trouvé une bonne fonction pour le faire, pour créer cette variable aléatoire. Et dans chaque hypothèse, on va avoir une FDP associée à T qui va être le plus discriminant possible. Donc pour H0, on attend que T soit distribué suivant une fonction de densité de probabilité G de 0 de Q, H1, G1 de Q, etc., toutes nos hypothèses. Une fois qu'on a fait ça, on va réaliser le test. Réaliser le test, alors il y a deux façons de faire notre test, et ça va un peu dépendre du nombre d'hypothèses que l'on a. Donc dans un test d'hypothèse, on va dire simple, avec H0 et H1, en règle générale, on va définir un seuil de réjection. En fait, pour chacune des hypothèses, on peut le faire pour chacune des hypothèses, mais dans le cas le plus simple, on a deux hypothèses, on va souvent utiliser ça. On va donc définir un seuil, alors ça peut être un seuil en dessous ou au-dessus, ça va dépendre de la situation, mais un seuil qui va nous dire, au-dessus par exemple, on rejette l'hypothèse, en dessous on l'accepte, ou inversement, en fonction de la position des fonctions de densité de probabilité. Je vous présenterai un exemple juste après, vous allez voir, c'est relativement simple à se représenter. On peut également, quand on a plusieurs hypothèses, faire ce qu'on appelle de la classification. En fait, on va regarder la compatibilité de nos données avec chacune des hypothèses, H0, H1, etc., avec les distributions attendues, et on va conserver l'hypothèse qui sera privilégiée, qui sera la plus vraisemblable. Donc l'exemple que je vous donne ici, c'est imaginons qu'on se fasse de la reconnaissance de caractères, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour les chiffres. On a 10 hypothèses possibles, de 0 jusqu'à 9, et donc on va évaluer si on est plutôt compatible avec 0, plutôt compatible 1, etc., et on va conserver l'hypothèse la plus privilégiée, l'hypothèse la plus vraisemblable, comme la bonne réponse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la classification. Donc si on comprend ce qui se passe avec deux hypothèses, on comprendra après facilement ce qui se passe avec plusieurs hypothèses. Donc on va revenir plutôt à deux hypothèses, et on va imaginer un test statistique, donc un T, qui est à une seule dimension. Donc l'idée, c'est d'avoir une fonction T qui peut prendre plein de paramètres, mais qui va me donner une variable aléatoire unique, qui est représentée ici par deux gaussiennes, avec l'hypothèse en rouge, c'est l'hypothèse H1, et l'hypothèse en H0, pardon, et l'hypothèse en bleu, c'est l'hypothèse H1. Donc voilà ce qu'on attend. Et ce qu'on va faire donc, ce sont les étapes que je vous ai données, on va commencer par définir un seuil. Un seuil ici, qu'on va plutôt mettre quelque part par là, une coupure, un cut, Q-cut, une coupure sur la variable Q, telle que, si je suis en dessous, je vais accepter l'hypothèse H0. Si je suis au-dessus, ici, je vais rejeter l'hypothèse H0. Alors, la coupure va dépendre de la situation. Naturellement, j'aurais inversé mes deux distributions. J'aurais mis une coupure supérieure à pour accepter. Et là, je l'ai mis inférieure à, naturellement. Et puis, il y a même des situations où on va mettre une coupure de part et d'autre pour rejeter des deux côtés. Donc ça va dépendre vraiment de la situation. Mais là, c'est illustratif. Donc, on va choisir une coupure pour séparer et rejeter ou accepter notre hypothèse H0. Alors, on va maintenant s'intéresser à la qualité de notre test statistique. Et pour cela, on va définir plusieurs façons de définir la performance de notre test statistique. Donc, on peut commencer par définir ce qu'on appelle l'efficacité de la coupure. Je vais la noter epsilon 0. Et en fait, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à l'entrecoupure de notre fonction de densité de probabilité dans l'hypothèse H0. Voilà, ça correspond vraiment à l'aire qui est en vert ici, jusqu'à la coupure. Et naturellement, ce que l'on souhaite, c'est qu'elle soit le plus proche possible de 1. On va vouloir chercher à avoir un epsilon 0 le plus proche de epsilon de 1. Et en fait, ça représente ce que l'on va conserver. Donc, ce qu'on va garder une fois qu'on a mis notre coupure. On peut également se poser la question de ce qu'on va rejeter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de réjection. Et de la même façon, cette fois-ci, on va intégrer de la coupure jusqu'à l'infini de la fonction de densité de probabilité de notre hypothèse H1.
donc cette fois-ci de G1Q. Et ça représente, c'est représenté par l'air qui est en rouge sur ce graphique. Donc ça, finalement, c'est le pouvoir de rejeter l'hypothèse H1. Et c'est pareil, on va chercher à ce que ce pouvoir de rejection soit le plus proche de 1. Alors vous voyez que c'est pas si simple, hein, parce que si je déplace ma coupure ici, eh ben, je vais diminuer epsilon 0, mais en même temps, je vais augmenter PR. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je veux être sûr d'avoir rejeté un maximum de situations dans lesquelles H1 enfin de situations H1, ou est-ce que je veux sélectionner un maximum, et donc je vais plutôt me tirer vers le haut ma fonction de densité de probabilité H0. Donc ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je vais positionner ma coupure Q-cut. Alors je continue sur les performances, parce qu'on va définir en fait deux autres façons de voir les performances de notre test statistique. On peut définir ce qu'on appelle l'erreur de première espèce, ou le niveau de signification. En fait, ça va être l'intégrale de la coupure à l'infini de notre fonction de densité de probabilité dans l'hypothèse H0. Donc ça correspond à l'air que vous voyez ici sous la courbe verte, au-dessus de la courbe, au-dessus de la coupure. Et en fait, c'est tout simplement 1 moins epsilon 0. Donc ça, c'est ce qu'on va mal identifier. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui est en réalité H0, mais qu'on va rejeter avec notre coupure. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter au maximum naturellement. Enfin, c'est une des choses qu'on veut éviter. C'est ce qu'on appelle l'erreur de première espèce. De la même façon, on va définir ce qu'on appelle l'erreur de deuxième espèce. C'est l'intégrale, cette fois-ci, de moins l'infini à Q-cut de la fonction de densité de probabilité dans l'hypothèse H1, donc G1Q. Et ça, c'est égal à 1 moins PR. Hein, c'est l'air qui est sous la courbe bleue avant la coupure. Ça, c'est ce qu'on va noter E. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut éviter, parce que ça, on va considérer que c'est dans l'hypothèse H0, alors qu'en fait, ce n'est pas réellement dans l'hypothèse H0, puisque ça provenait de l'hypothèse H1. Donc on peut mettre toute cette efficacité, en fait, ces sondes d'efficacité dans un tableau. Et en fait, c'est assez simple à lire. Ici, il y a ce qui est réel et ici, ce qui est considéré par notre coupure. Donc ici, si on est réellement dans la coupure, dans la situation H0, dans l'hypothèse H0, et que on est accepté comme H0, on est dans la partie verte ici, hein, jusque là. Ça va jusque là. Donc ça correspond à l'efficacité. À l'inverse, si on est rejeté, donc on est accepté comme H1, on est rejeté de H0, donc accepté comme H1, et qu'on est réellement de H1, on va retrouver notre pouvoir de réjection. Et puis sur les diagonales, ici vous allez trouver notre erreur de première espèce, et ici notre erreur de seconde espèce. Et de façon peut-être un peu plus simple, en fait, on appelle ça les vrais positifs ici, puisqu'on est réellement H0 et on est considéré comme H0, alors qu'ici, on est réellement H1, mais on va être considéré comme H0, on appelle ça des faux positifs. Et en règle générale, quand on va positionner notre coupure, on va chercher à avoir le minimum possible de faux positifs et le maximum possible de vrais positifs. Alors, pour essayer d'étudier les performances de différents tests statistiques et déterminer la coupure que l'on va utiliser, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on réalise ce qu'on appelle des courbes de ROC. Donc on va ici représenter les faux positifs en fonction des vrais positifs. Donc epsilon 0 en fonction de E. Et donc ça varie entre 0 et 1, puisque vous voyez, c'est des intégrales qui, au maximum, font toute la distribution, donc font 1. Donc là, en fait, ces courbes, ici, on peut en suivre une. Chaque courbe, ici, représente un test statistique, et on va chercher à avoir le test le plus performant possible. Donc comment on fait pour faire ça? Quand on regarde ce type de courbe, on essaie déjà de déterminer la position optimale. La position optimale, ce serait d'avoir tous les tests, les vrais positifs, et de rejeter tous les faux positifs. Donc c'est d'avoir 0 en faux positif, 0 pour E, et 1 pour epsilon 0. Donc l'objectif, c'est de s'approcher au maximum de ce point. Ça, c'est le meilleur cas de figure.
Donc là, si on comparait les différents tests statistiques qui sont donnés par ces différentes courbes, et ben en fait, on chercherait à plutôt prendre la bleue plutôt que la verte qui est moins bien et la orange qui est moins bonne. Malheureusement, en fonction de notre coupure, on voit bien que si je la déplace, eh ben, je vais jamais avoir ce cas de figure exceptionnel, hein, là où on sépare vraiment. En fait, il faudrait que nos deux gaussiennes soient parfaitement séparées et que je mette la coupure entre les deux, hein. Bim, là j'aurais quelque chose de vraiment joli. Mais ça n'arrive pas, hein, ça arrive très peu, hein, c'est vraiment quand c'est des cas très simples. Donc là, comment je vais faire? Bah, je vais choisir en fonction de ce que je veux privilégier. On verra ça dans la vidéo d'après, hein, comment je vais choisir. Mais je finis un petit peu sur ces courbes de ROC. Donc pour comprendre pourquoi on part de 0 ici et on va toujours en 1 ici, donc si je déplace ma coupure, imaginons que je la mette plutôt ici, un endroit assez étrange, et je rejette tout ce qui est au-dessus. Bah, vous voyez qu'ici, je vais rejeter non seulement les vrais positifs et aussi les faux positifs. Donc je me retrouve à 0, 0. Je suis ici. Et puis si je déplace ici ma coupure, et ben, je vais faire augmenter mon efficacité, je vais augmenter mon efficacité, je vais augmenter epsilon 0, hein, sans augmenter trop vite au début E, hein, puisque j'ai une surface qui est très faible, et puis bah, plus je vais à droite, plus je vais augmenter E, et puis plus je vais augmenter epsilon 0, mais là j'augmenterai très peu epsilon 0, mais j'augmenterai très vite E, donc c'est pour ça qu'on augmente d'abord très vite epsilon 0, et puis après bah, on freine énormément, hein, puisqu'on a déjà gardé à peu près tout ce qu'on voulait, et après on va juste augmenter très fortement les faux positifs qu'on va conserver. Donc on va chercher à mettre notre coupure bah, là où ça nous arrange en fonction de ce qu'on veut faire. Vraiment, c'est ça qui va être important. Et on va voir que le choix de la coupure va dépendre de d'autres facteurs qui sont pas tout à fait forts, enfin qui ne sont pas que nos deux distributions. Ça peut dépendre aussi de la probabilité d'être dans l'hypothèse H0 plutôt que dans l'hypothèse H1. Imaginons que l'hypothèse H0 corresponde à des électrons et l'hypothèse H1, l'hypothèse de pions par exemple, et que je veux mettre une coupure pour identifier deux types de particules, et ben je peux aussi avoir la connaissance du fait que je vais produire par exemple beaucoup plus de pions que d'électrons. Et donc je ne vais pas mettre ma coupure de la même façon pour obtenir bah, peut-être une pureté, c'est-à-dire un nombre d'électrons, une proportion d'électrons avec une assurance, être sûr d'avoir sélectionné que des électrons. Je ne vais pas la mettre au même endroit que si j'ai autant de production de pions que d'électrons. Donc ça va être quelque chose qui va être important à choisir en fonction des analyses que vous voulez réaliser. Donc on va voir un exemple en particulier, l'exemple que j'ai proposé là, on va le voir dans les vidéos qui suivent.